de la dignité et d'éloigner tous nos préjugés. D'accord? Ça va tout commencer. Mesdames et messieurs, nous voici réunis devant la 17e chambre correctionnelle de Paris. Nous sommes le 15 décembre 1956 et Jean-Jacques Pauvert, grand éditeur et écrivain français, est poursuivi pour avoir édité l'intégralité des œuvres du marquis de Sade, qui n'avaient jusqu'alors jamais été réunies et qui, pour certaines, n'étaient jamais sorties de la clandestinité. Ce procès historique est l'occasion pour nous de vous faire découvrir ce lieu de justice et quelques arcanes du monde judiciaire. Le tribunal. Très bien, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors, nous allons commencer par l'acte d'accusation. Monsieur Pauvert, veuillez vous lever s'il vous plaît. Bonjour monsieur, vous êtes né Jean-Jacques Pauvert, le 8 avril 1926. Jamais condamné à ce jour, n'est-ce pas? Vous êtes poursuivi, monsieur, pour avoir apparu cours en 1953 et 1954, depuis temps non prescrit, en votre qualité d'éditeur, fabriqué et détenu, en vue de faire commerce ou distribution, transporté, vendu, mis en vente, distribué ou remis en vue de la distribution des ouvrages, qui sont respectivement intitulés La philosophie dans l'histoire, Les 120 journées du Sodome, La nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu, L'histoire de Juliette ou les prospérités du Fils. Parfait. Tous contraires aux mœurs, c'est qui ont fait l'objet de 2 avis de la commission consultative spéciale exigée par l'article 125 du décret. Bien, étant précisé pour ce dernier ouvrage, monsieur, l'histoire de Juliette ou prospérité du Fils, qu'il s'agit d'une seconde poursuite diste. Bien. En somme, monsieur, ces poursuites sont la conséquence, pour faire simple, d'une édition complète que vous avez entreprise des œuvres du marquis de Sade. Eh bien, nous allons donc poursuivre l'instruction de cette affaire. Madame la Présidente, Mesdames du tribunal, je souhaite, avec votre permission bien entendu, et avant toute défense au fond, soulever l'idée d'une des 2 procédures dont vous êtes saisis. Je veux ici parler de la procédure relative à Juliette. Faites. En effet, la délibération de la commission doit précéder toute poursuite, n'est pas régulière. Et cette commission n'est pas, comme les membres qui en font partie paraissent le croire avec une certaine désinvolture, une simple formalité négligeable. Cette nullité, croyez-le bien, est d'une grande importance. Elle sort d'un même particulier du procès de M. Pauvert pour vous amener à trancher une controverse d'ordre général qui intéresse tous les écrivains. Je m'explique. Dès l'apparition d'un République, les gouvernements autoritaires furent épouvantés à l'idée que la libre expression des opinions allait permettre de répandre des idées subversives et condamnables. C'était tout à coup la possibilité de répandre, de diffuser la pensée bien précieuse à l'abri de toutes les atteintes, tant qu'il ne peut être connu. C'était le moyen pour l'esprit de répandre ce qui avait été jusque-là trop facile à l'obliger à terre. Dès là, l'origine exigeait l'autorisation avant de publier et avait pour résultat d'aboutir à un étouffement, sous prétexte de maintenir une morale que l'on voulait croire immuable. Rien n'est pourtant plus variable que l'état des mœurs. C'est une notion imprécise et en perpétuelle évolution qui ne peut être dégagée en fonction de l'état de l'opinion générale. Les mœurs, vous le savez, découlent de ce que pense la majorité en un lieu à un certain moment, alors que son esprit varie constamment.
Les lois, a dit Diderot, ne sont jamais que l'expression de la volonté du plus grand nombre. Chargée de maintenir l'état des mœurs, elles varient selon les mœurs elles-mêmes. Mais cela échappe aux esprits autoritaires, facilement portés à l'intolérance, qui pensent qu'un changement leur retire le pouvoir. Ces règles sont si peu immuables que nous assistons chaque jour à leur évolution. Sans doute, j'en conviens, une sorte de loi naturelle interdit presque universellement certains actes, comme contraires à la morale. Il est en effet de sociétés, vous en conviendrez, je pense, avec moi, qui acceptent le meurtre et l'assassinat, et le vol non plus. Mais si, descendant de quelques degrés dans l'ordre des infractions, nous examinons le cas intéressant de l'avortement, nous sommes surpris de voir la diversité des solutions admises. L'avortement, qui était naguère encore du ressort de la cour d'assises, est aujourd'hui un simple délit correctionnel qui n'est, selon une pratique constante, frappé pour l'avorter que d'une simple peine d'emprisonnement avec sursis. Et tandis que nous montrons encore une rigueur qui, pour ma part, estime fort légitime en l'état de nos mœurs, d'autres peuples, il faut le noter, qui ne sont pas très loin, ont organisé la permission de réglementer des naissances comme résultant du principe de disposer de soi-même. Ces considérations amènent directement à examiner d'un peu plus près ce qu'il faut penser des atteintes aux mœurs par les écrits prétendument pornographiques ou obscènes. Et j'aborde ici la partie la plus délicate de mes explications, et je supplie les magistrats qui m'écoutent, qui savent combien je les respecte, de ne point prendre à mauvaise posture ce que je vais leur dire. L'opinion qui fait la morale publique est créée par l'ensemble des citoyens vivant en communauté sans distinction d'âge, de classe ou de fortune. Or, je dis que les magistrats, vous, madame, monsieur, composant le tribunal correctionnel, ne représentent que très mal cette communauté. Et le but du tribunal est nécessairement toujours au retard d'une trentaine d'années. Mais la raison est simple. Les hommes se font leur opinion entre 18 et 30 ans, à l'âge où ils ont encore l'enthousiasme de la formation de leur conviction. Puis ils croient tenir la vérité et jugent avec sévérité les générations qui les suivent et qui pensent autrement qu'eux. Peu à peu, ils s'opposent à leur cadet, dont ils n'appellent ni la pénulence, ni les audaces parce qu'elles les ont abandonnées, et ils prétendent décroiser orgueilleusement les nouveautés au nom de leur prétendue expérience qui n'est au vrai, que l'œuvre des comparables de la vérité inaccessible à l'évolution des nouvelles. Le jury, à l'inverse, le jury offre cet avantage de comporter des hommes de tous âges et de toutes conditions, aussi bien des jeunes qui constituent l'espoir, que d'hommes mûrs qui représentent le présent, et de vieilles gens qui tentent de maintenir la continuité avec le passé. Leur opinion est vraiment représentative pour le groupe de l'opinion moyenne qui seul peut dire son mot pour arbitrer les mœurs. Les juges que vous êtes du tribunal correctionnel ne répondent pas à ces réalités. Leurs cheveux, malgré les couleurs, grisonnent peu à peu. Et beaucoup approchent de la cinquantaine, vous en déplaise. Ils jugent leurs opinions qui sont faites il y a 20 ans. Mais voilà pourquoi, madame de mars, les tribunaux ont toujours en moyenne une trentaine d'années de retard. Pardonnez-moi de vous embêter. Mais j'aimerais bien que vous précisiez votre pensée. Donc, si nous vous suivons, d'après vous, le juge vieillit, mais le jury ne vieillirait pas. Le jury, si vous voulez, se renouvelle sans cesse et dans le brassement opère le tirage au sort. Toutes les générations sont représentées et confondent leurs avis au moment de délibérer. Oui, en tout cas, vous vieillissez mes collègues en leur attribuant un âge qu'ils n'ont pas. Mais donc, ils ont la chance d'appartenir à une génération intermédiaire. Ah, merci, quelle grâce. Alors ce ne sera que 15 ans de retard. Peut-être, mais nous sommes en tout cas assez loin au renouvellement constant qui fait du jury le reflet le plus représentatif de l'opinion. Et c'est bien la raison pour laquelle je me rappelle au tribunal, car il aurait peut-être oublié que c'était à des jurés populaires de juger les femmes aux mœurs. Convenons que la loi, ensemble, a tenté de répondre à cette objection
en exigeant l'avis préalable à la poursuite d'une commission d'augure censée représenter la commune opinion morale. Mais examinons sa composition. Elle est présidée par un conseiller honoraire à la Cour de cassation. Ses membres sont 1. Un conseiller honoraire à la Cour d'appel. 2. Un représentant du ministre de l'Éducation nationale. 3. Un professeur de droit. 4. Un représentant des associations pour la défense de la morale publique. Et 5. Un membre des associations constituées pour la défense des familles nombreuses. Vous reconnaîtrez sans peine qu'en matière de jeunesse, on peut faire mieux. Ah, il y a aussi un membre de la Société des gens de lettres. Mais il siège un peu là comme un paria, dont la désignation doit être approuvée par le ministre, et soyez sûr qu'il écarte par principe tout ce qui lui semble un peu trop hardi. Mais, si arbitraire qu'on soit le régime dans lequel nous vivons, la commission constitue le dernier combat, selon un semblant de référence. Il faut bien se persuader que son avis ne constitue pas une simple formalité procédurale, mais un préjugé fondamental. Heureusement, malheureusement, les membres de la commission eux-mêmes ne prennent pas leur fonction au sérieux. Ils se dérangent quand ils n'ont rien de affaires. Mais, madame le président, madame, monsieur, lorsqu'il s'est agi de les consulter à propos de Juliette, c'était ensuite excusé. Monsieur Bertrand, représentant de l'association pour la défense de la moralité publique, et Pierre Descaves, représentant de la Société des gens de lettres. Mais ainsi, les gens de lettres, dans cette affaire, n'étaient même pas représentés. Et pourtant, la commission a siégé et a rendu son arrêt. Mais quelle incroyable désinvolture, ne croyez-vous pas? Quelle juridiction! Quelle juridiction oserait statuer et rendre délibéré lorsque la loi a fixé le nombre de ses membres et ne pas siéger au complet? Aucune! Et alors, devant un si scandaleux mépris, j'ai l'honneur, madame le président, madame, monsieur, de déposer les conclusions que voici. Oh, bien, mon cher maître, le tribunal vous remercie pour votre grâce. Bien, maintenant nous avons terminé. Monsieur le procureur de la République, pourriez-vous nous communiquer la position du parquet quant à cette question du Bien. Madame la Présidente, Madame, Monsieur du tribunal, maître, ne le prenez pas en mauvaise part, et je vous renvoie ce que vous m'avez envoyé en vous disant « Vous êtes trop grand et vous montrez si petit ». Alors, vos conclusions de dernière minute, sorties comme à la fin du chapeau, j'y répondrai. J'y répondrai parce que je demande, Madame le Président, Madame, Monsieur, à ce que cette affaire soit liée au fond. Je répondrai, j'écarterai d'un revers de manche, et dans les réquisitions finales, je vous répondrai. Ce sera ma dernière minute à moi. Très bien, l'incident est joint au fond. Nous allons enfin pouvoir démarrer cette affaire. Bien. Alors, monsieur Pauvert, nous allons poursuivre par votre interrogatoire. Monsieur, bon, en somme, c'est assez simple. Je vous remercie de bien vouloir éclairer le tribunal en nous fournissant des explications sur l'occupation dont vous êtes logé. Madame la Présidente, elles sont nécessaires. Le rôle de l'éditeur est de mettre à la disposition du public, et en particulier des intellectuels, les textes importants de notre littérature. Or, il me semble que les textes de Sade sont des textes très importants de notre littérature. C'est un des auteurs français les plus étudiés depuis 50 ans. On s'en est occupé partout à l'étranger, et il y a une traduction de Sade dans toutes les langues. Nous avons fourni nous-mêmes des exemplaires des œuvres de Sade que nous avons éditées sur leur demande à la plupart des universités étrangères et françaises. Ce sont des ouvrages qui, à mon avis, font partie du patrimoine de notre littérature. On ne le connaît peut-être que depuis 40 ou 50 ans quand même, mais cela fait déjà tout ce temps que l'on pense et que je pense par conséquent qu'il était de mon rôle d'éditeur de mettre à la disposition, non pas du grand public, j'insiste là-dessus, car je n'ai fait qu'un tirage limité, mais des philosophes, des chercheurs, des universitaires. Cela n'exclut quand même pas le caractère, je réfléchis, comment dire, obscène. Hein, on
et le danger de ce livre. Ça ne vous aura pas échappé, M. Pauvert. Ah, la présidente, je ne nie pas l'obscénité. Comment le pourrais-je? En revanche, ce que je considère et je martèle, c'est que malgré son obscénité, l'œuvre de Sade est importante, fondamentale. Et monsieur, parce qu'elle est importante, elle ne serait pas l'outrage aux mœurs. C'est ça la question, l'outrage. Elle n'est pas un outrage pour les mœurs, dans la mesure où j'en ai fait une édition relativement limitée et qui a peu circulé. Très bien. Ben, monsieur, elle a tout de même circulé, puisqu'elle est à la disposition du public. 2000 exemplaires. Non, vous avez essayé de minimiser les ventes. Mais j'ai vu dans le dossier que vous avez bien été obligé de reconnaître. Oui. 2000 exemplaires, Madame la Présidente. Oui. Mon point de vue qu'à 2000 exemplaires, ça ne constitue pas une charge. Elle serpente. On ne peut pas faire cette distinction dès l'instant que vous avez rendu publique cette édition. 2000 ou pas 2000, elle est publique. Vous étiez à même de vous rendre compte que vous tombiez sous le coup de la prohibition légale, monsieur. Légal, oui, Madame la Présidente. Mais comme le disait mon excellent avocat, maître Garçon, il y a un délit d'outrage au bonheur. Or, je considère que mon édition, je le répète, à 2000 exemplaires, ne constitue pas un outrage au bonheur. Et en raison de son caractère littéraire. En raison de l'importance de l'œuvre de Sade et du caractère, je répète à nouveau, de la diffusion que nous avons voulu faire la plus limitée possible. La preuve, c'est que la plupart de nos exemplaires ont été achetés par des médecins, des philosophes, des universitaires, je ne le reprends pas. Non, très bien. Enfin, monsieur, cela a tout de même été dans le public, force est de le reconnaître. Certes, cela a été dans le public, bien entendu. Mais tout de même, il n'y a pas beaucoup de gens qui entrent dans une librairie, qui demandent au libraire les œuvres complètes de Sade. Cela se vend assez mal. Je suis bien payé pour le savoir. Qui va payer 5400 francs l'histoire de Juliette après être entré discrètement, sans regarder la vitrine, parce qu'évidemment mes ouvrages n'étaient pas exposés dans une vitrine? La personne qui fait cette acquisition, qui fait cet effort, sait ce qu'elle fait. Il n'y a pas d'outrage. Très bien. Écoutez, monsieur le tribunal appréciera, il vous remercie, vous pouvez vous rasseoir. Alors maintenant, nous avons des témoins à appeler à la barre. Je voudrais des témoins de la défense. Effectivement, la défense a cité des témoins. Nous devons souffrir de les entendre. Je ne veux aucun commentaire. Aucun commentaire. Souffrez en silence, cher maître. Alors, monsieur Pollan. Oui, bonjour, Madame la Présidente. Bonjour. Alors, monsieur Pollan, je lis, célèbre écrivain, philosophe, critique littéraire, éditeur, très au courant de ce sujet. Vous avez vous-même écrit un certain nombre d'études sur le marquis de Sade, sur la psychologie, nous dit-on, et je souhaiterais que vous éclairiez vous-même ce tribunal de vos lumières afin de nous dire ce que vous pensez de l'outrage aux mœurs que pourrait éventuellement constituer l'édition de M. Pauvert. Madame la Présidente, l'œuvre du marquis de Sade est importante. Elle est, de mon point de vue, historique. Il faut songer que tous les écrivains du XIXe siècle, ceux qui ont compté, ceux qui sont représentatifs, sont issus du marquis de Sade. Je pense à Lamartine, qui a confessé qu'il n'aurait jamais écrit les poèmes que nous connaissons sans la lecture à 19 ans des œuvres du marquis de Sade. Je pense également à Baudelaire. Je pourrais encore citer des philosophes étrangers, comme Nietzsche. Alors, il est certain que Sade est venu à une époque d'une philosophie un peu molle, considérer que l'homme était naturellement bon et qu'il suffisait de le rendre à sa nature pour que tout se passe correctement. Sade, par contraste, a été amené à démontrer que l'homme était méchant et à le montrer dans son jour de plus grande méchanceté, ce qu'il a fait reposer pour le premier sur la sexualité. Et il l'a fait 100 ans avant Freud, j'insiste, avant Freud. Alors interdire la lecture de l'œuvre de Sade, à la fois comme écrivain, c'est un grand écrivain, ne nous y trompons pas, tout autant que comme philosophe, me paraîtrait être un grand contresens.
au sens où, puisque nous lisons tous les jours les œuvres de ces disciples, nous reviendrions quelque part à interdire le livre et à permettre la même lecture dans les journaux quotidiens. De mon point de vue, quelque chose de parfaitement choquant. Monsieur, vous trouvez donc qu'il y aurait une commune mesure entre la philosophie de Sade finalement et celle des journaux quotidiens, c'est ça? C'est la sodomie. Je n'aurais pas une réflexion personnelle. Vous n'aurez pas une autre réflexion, vous procurez par pitié. Nous ne lisons pas les mêmes quotidiens, je le crains, monsieur le procureur. Je ne vous rappelle même plus alors. Vous en prie, monsieur. Vous non plus, vous non plus. Je n'ai pas exactement dit cela, Ouais. Madame le Président. Je dis que les journaux vulgarisent, tout comme les écrivains ont vulgarisé l'œuvre de Sade. Il y a quelque chose dans ces lectures de très pur, de très violent. Mais je crois que, d'un point de vue littéraire, c'est la raison de tout le reste. Bien. Je voudrais également que vous puissiez nous éclairer, monsieur, sur où voyez-vous la pureté, finalement, de cette philosophie qui pourrait simplement paraître destructrice. Et Madame le Président, il y a dans la destruction une forme de pureté. Saint-Just lui-même a dit. Vous trouvez que la pureté de cette destruction n'est pas dangereuse pour les mœurs, monsieur? Elle est dangereuse. J'ai connu une jeune fille qui est entrée au couvent après avoir lu les œuvres de Sade et parce qu'elle les avait lues. Et vous trouvez que c'est un mauvais résultat d'être entré au couvent? Je constate que c'est un résultat. Monsieur, voilà. Si nous nous plaçons dans le domaine courant, cette férocité sur laquelle je ne veux pas épiloguer, bien sûr, qui se résume en somme en détruisant tout ce qu'il peut y avoir d'honorable dans la famille, de respect dans la morale, vous trouvez qu'il n'y a aucun danger à la rendre publique? Revenons un peu en arrière, Madame la Présidente. C'est ce qu'on a dit de Freud quand on a découvert la férocité de Freud. Enfin, monsieur, il faudrait donc faire abstraction de tout ce qui constitue l'exemple des principes philosophiques développés par Sade. Et je ne parle pas de ces scènes qui sont abominables, c'est bon, et qui sont lassantes, aussi bien par leur nom que par leur description, monsieur. Et précisément, Madame le Président, l'exemple est effrayant. Non, monsieur, mettre en pratique ces théories philosophiques par justement des exemples, par ces descriptions de scènes qui sont longues, à en juger par l'ampleur et la quantité des volumes dans lesquels elles sont développées, vous ne considérez toujours pas que cela peut constituer un danger. On ne peut pas démontrer que l'homme est méchant sans le montrer à l'état de méchanceté. Monsieur Collant, c'est ici que ça se passe. Vous croyez qu'on a besoin de souligner tous ces raffinements de cruauté qui ont constitué ce qu'on appelle le sadisme? Vous trouvez que cela est normal et que même quand c'est expurgé, il n'y a donc aucun danger? Je relisais entière la Bible. C'est un livre effrayant, notamment par les scènes où les gens accourent chez Lot qui se propose de recevoir les étrangers pour les connaître. Très bien, monsieur. Alors, je vais vous poser la question d'une façon brutale. Vous auriez, vous, une jeune fille, chez vous lui donneriez, posée sur son chevet, à lire plutôt la Bible ou le Marquis de Sade? Disons que je ne lui ferai lire la Bible qu'avec une forme de précaution. Laissons la Bible, qui n'est pas en cause, ou plutôt, si vous voulez. Je réserve la question au Marquis de Sade, c'est l'unique question ici et ce soir. Vous ne voyez ainsi aucun inconvénient à ce que ces œuvres soient mises entre les mains d'une jeune fille ou d'un jeune homme, d'adolescent finalement? Ces œuvres sont dangereuses. Le dégoût, le découragement que peut inspirer la lecture de l'œuvre de Sade peut entraîner ce que vous indiquez, mais je crois que c'est un danger éminemment moral. Oh, un danger éminemment moral. Oui. Mais s'il entraîne un risque, ou s'il risque d'entraîner une corruption? Mais n'importe quel livre risque d'entraîner une corruption. Mais n'importe quel livre. Même Baudelaire peut entraîner toutes les corruptions possibles. Baudelaire, mais enfin tout de même, il y a une nuance, monsieur, les poèmes de Mais je Baudelaire. crois que Baudelaire est plus habile, il est plus insinuant. Et vous trouvez que les points sur les i qu'il y a dans Sade ne sont pas plus nombreux que quelques petites
suivre. Bien. C'est le sens de la littérature, Madame la Présidente. Bien, parfait. Écoutez, je crois que le tribunal est éclairé sur votre point de vue, monsieur. Nous vous rendons grâce d'être venu jusqu'à nous et nous vous remercions. Vous pouvez disposer, monsieur, ou rester dans la salle. Bien. Prochain témoin, nous appelons désormais un autre témoin cité par la défense, monsieur Georges Bataille. Est-ce qu'il est dans la salle, monsieur Bataille? Monsieur Bataille! Ne vous passez pas, monsieur, le tribunal est à vos dispositions, je vous en prie. Madame la Présidente, Bonjour, monsieur. cher public, Monsieur le tribunal, vous siégerez d'être venu jusqu'à lui. Bien. Monsieur Bataille, vous êtes connu pour être écrivain, philosophe, romancier, poète, essayiste et bibliothécaire français. Communiste également, on dit. Ah oui. Vous êtes cité par la défense. En ce qui concerne la philosophie de Sade, monsieur, pouvez-vous nous dire si vous ne lui trouveriez pas, j'ai une petite idée, un caractère édifiant qu'il serait pernicieux de répandre dans le public? Nous vous écoutons, monsieur. sa lecture ne peut pas être pernicieuse, étant donné que nous sommes à l'égard en présence de documents analogues à des documents médico-légaux. Pour l'esprit commun, il ne s'agit que de curiosités monstrueuses. La plupart des gens qui ont acheté les œuvres du marquis de Sade aux éditions Pauvert ne les ont achetées que par curiosité, et pas par curiosité malsaine que vous craignez. Bien. Vous me répondez d'une façon indirecte, monsieur. Vous le dites en gros, qu'étant donné le prix, c'est ça, ce ne serait pas malsain, c'est une curiosité d'érudit en somme, et donc cette édition ne pourrait s'adresser qu'à une minorité. Les érudits, c'est bien connu. Mais je vous parle, moi, monsieur, de la majorité. Oui, la majorité. Ne croyez-vous pas que quand on parle du public, c'est-à-dire la majorité, tout le monde en somme, même le tribunal, vous voyez, pour y être exposé, il faut envisager la majorité, non pas comme une minorité quelle qu'elle soit. Répandre une œuvre comme ça dans le public, vous ne croyez pas que cela peut constituer un danger? Il me semble que non. Je crois que j'ai une certaine confiance en la nature humaine. Oh, mais écoutez, monsieur, le tribunal vous en félicite. Je crois que nous avons cerné votre propos et votre pensée. Vous avez ceci d'un optimisme qui vous fait honneur. Le tribunal vous en remercie. Si vous avez disposé, terminé, vous pouvez disposer. Merci, Madame la Présidente. Merci, monsieur. Je vous en prie. Bien. Alors, sur ces derniers mots enthousiastes et intimistes sur le genre humain, qu'il fait bon d'entendre dans cette enceinte, je crois que nous avons fait le tour de la question et que nous allons pouvoir maintenant écouter attentivement les réquisitions. Monsieur le procureur de la République, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le tribunal, décidément, Monsieur Bataille n'aurait branlé que la barre, mais peu importe. Je ne dissimule pas, croyez-le bien, le redoutable honneur que les hasards d'une affectation à tel ou tel service dans le grand parquet que j'ai l'honneur de représenter me valent aujourd'hui de soutenir l'action publique. Dans une affaire dont je conçois toute l'importance et toute la portée. Bien sûr, mes réquisitions sont écrites. La loi m'y oblige. Je m'y tiens. Je ne peux m'empêcher de le rappeler ici. La mémoire. La mémoire d'un de mes lointains prédécesseurs qui a eu la mauvaise fortune de requérir contre Baudelaire et contre Flaubert. Il avait soutenu l'accusation et ses réquisitions lui ont valu une somme incroyable d'invectives, de malédictions. Pierre-Louis lui-même, en chronique, a écrit que les discours de ce magistrat étaient un monument des bêtises humaines. C'est l'un des périls et non des moindres auxquels nous exposent nos fonctions, qui sont, il faut l'avouer,
il s'agit d'un procès littéraire, d'un litige commercial ou d'un brevet d'invention contesté. Voilà une tâche bien difficile. Poursuivre un livre pour offense à la morale publique a toujours été une entreprise fort délicate. Elle l'est encore davantage quand l'auteur de ces textes poursuivis arrive devant vous protégé, allais-je dire, auréolé, par des écrivains de valeur, par des critiques sérieux, par des esprits importants. Un aéropathos. Ne me dira-t-on pas en effet qu'aux dépens de son malheureux éditeur Fauvert, c'est en réalité l'illustre, je ne dirais ni divin ni marquis, pas de titre, nous sommes en République, pas de qualification, ça, tout court. Vous êtes aujourd'hui traduit en correctionnel pour plus de 140 années après votre mort, subir votre peine? Non! Non! Si j'ai voulu, madame, messieurs, d'abord vous exprimer ces quelques idées, c'est pour dire combien les attaques qui sont parfois dirigées contre la magistrature sont injustes. Elles ne sont pas blessantes. Nos robes, notre conscience sont au-dessus. Mais elles sont injustes. Et là, elles touchent. Et elles touchent la République. Une première observation qui va toucher à la procédure pénale pour répondre aux conclusions de nullité que l'on vous a découvertes. On vous a dit, n'est-ce pas? Et n'en être pas dépourvu n'est pas le monopole des avocats. On vous a dit, madame, messieurs, et on vous l'a dit avec toute autorité, qui s'attache à la personne de l'homme et du grand maître auquel je rends hommage et qui est à cette barre, assis, que cette commission ne reflète pas la pensée réelle de la société actuelle. On vous a même dit que les jurés étaient bien plus qualifiés que vous, magistrats professionnels, si éminents soient-ils, des minimis. Alors, le bébé, l'eau du vin, n'insiste pas. Pour ma part, il ne m'appartient pas de critiquer ni d'exalter la législation réglementaire. Je suis là pour l'appliquer. Il est par contre de mon devoir d'observer et de vous demander de retenir avec moi que les poursuites ont été régulièrement engagées. Pourquoi? Je rappelle que lorsqu'elles concernent l'ouvrage public de votre œuvre, par la loi du livre, les poursuites ne peuvent être valablement engagées, et vous l'avez justement fait, qu'après un avis donné par la commission consultative de la famille et de la natalité française. Nous sommes en 1956. Cette commission existe, elle a été instituée. C'est bien le cas de l'espèce. En réalité, Madame le Président, Madame Monsieur, la défense s'est bornée à qui? À affirmer que lors de la réunion du 15 décembre 1955, le membre de la commission n'était pas présent et était excusé. En présence du quorum requis par le texte, la commission a valablement émis son avis à la majorité des présents. Mais c'est le texte. Je demande au tribunal de constater la validité des poursuites. Durant ces textes, le texte appliqué. Je persiste aussi à penser que le tribunal devra également dire que c'est à juste titre et que les poursuites sont bien fondées. C'est ma deuxième observation. Je sais qu'au cours de votre délibéré, vous ne manquerez pas de prendre ou de reprendre, peut-être, connaissance de chacun des ouvrages infinis. Je ne citerai pas de passage particulier des œuvres poursuivies. En effet, si un ouvrage, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit moral ou immoral, n'est-il pas un tout? Alors il n'est rien. Je prends l'ensemble. Et il serait vain pour moi d'en isoler quelques passages afin de rechercher dans quelle mesure, quelle phrase, quels mots peuvent être soit obscènes, soit licencieux, soit immoraux. Peu me chaud. Je prends le tout. Par contre, donnez-moi acte de ce que je resterai bien en deçà de la vérité. Si je dis qu'à la lecture des ouvrages de Sade, il vous sera révélé
d'interminables descriptions de scènes de lubricité ou de cruauté sexuelle, alternant avec de longues dissertations philosophiques, morales, nous a-t-on dit. Que de circonvolutions littéraires. Prenez un cercle, caressez-le, vous verrez, il deviendra difficile. Non, l'éditeur Provert n'a pas cessé d'arguer sa bonne foi. Soutenu en tout cela par ses bons esprits, cet aéropage qui voit dans le sadisme une possibilité intéressante pour l'humanité, et comme Guillaume Apollinaire, on pensait que cet homme, ouvrez les guillemets, qui paraît ne compter pour rien durant le 19e, pourrait bien dominer le 20e. Auvert, vous n'avez pas cessé d'alléguer que vous avez voulu faire œuvre utile. Il est possible, en effet, que la connaissance de tels ouvrages soit utile, disons même nécessaire, aux travaux de quelques gens spécialisés, à l'esprit particulièrement ouvert, informé, des savants, des penseurs, des vrais. Eh bien moi, je ne suis pas pour cette minorité. Moi, je requiers au nom du peuple français. Et c'est au nom du peuple français, parce que je préfère Marianne à Juliette, qu'aujourd'hui, je dis que de tels ouvrages doivent être poursuivis. Pourquoi M. Paulhan n'a-t-il pas lui-même indiqué, je cite, « Ce ne serait pas sans danger que de tels ouvrages devraient circuler. Œuvre dangereuse, a-t-il dit, à ne pas les oublier, sinon ça explose. » Et tout le monde ne sait pas, une fois qu'on a enlevé la boutique, ça explose. M. Bataille, il l'a lui-même dit, ouvrez les guillemets, n'importe qui s'essayant à la lecture d'un quelconque de ces ouvrages ne pourrait agir que sous l'impulsion d'une curiosité malsaine. Ah, ben, si, ça a été entendu. Ce sera acté. Comme moi, Madame le Président, Madame le Monsieur, vous conclurez, je pense, que Sade, s'il l'a voulu ou non, et vous l'avez plaidé, a bien été un chef d'école et l'inspirateur de toute une littérature qui révèle seulement une habileté triste et insatiable du désir, comme le disait le conseiller que je connais. Il vous appartiendra, Madame, Mesdames, Monsieur du tribunal, de dire si ces écrits sont ou non contraires aux bonnes mœurs. Cette notion qui évolue, il est vrai, plus vite que la loi elle-même. Vous n'aurez en fait, simplement, mais c'est là que réside tout le sens de document que vous allez rendre, que dire si ces écrits, ceux qui vous sont déférés, méritent ou non aujourd'hui, selon l'ère de notre temps, l'estime des bonnes gens de France. Et que l'on ne me dise pas qu'il n'y a pas unicité, et qu'on ne me dise pas ici que la mémoire de Sartre n'est pas présente. Sade vivant. Eh bien non, c'est un Sade vivant, publié, complètement et in extenso, et à celui qui l'a publié, que je dis que pour moi la réponse est claire. La publicité même donnée par vous-même, M. Pauvert, à votre édition, non pas le prix d'achat, mais les 2000 livres que vous avez achetés, uniquement pour l'élite. Mais la République fait que le peuple a aussi droit à la lecture. Alors, Madame le Président, Madame le Monsieur, je persiste à penser que les protestations de bonne foi, et je vous en donne acte, sont caractérisées de la constitution d'une infraction. Et j'ai donc, puisqu'il y a 2000 exemplaires, 2000 raisons de vous demander, Madame le Président, Madame le Monsieur, de prononcer à l'encontre de M. Pauvert les peines prévues par la loi pour une publication contraire aux bonnes mœurs. Très bien, le tribunal vous remercie pour ces réquisitions, monsieur le procureur de la République. Bien. Mon cher maître, si vous êtes avec nous, la parole est à la défense. Je tiens d'abord, Madame le Président, Madame, Monsieur du tribunal,
et résolument pornographique. Et n'attendez pas de moi une tentative de justification des obscénités. Mais le procès n'est pas là. Depuis bientôt un siècle et demi, les éditions du Marquis de Sade se sont succédées, mais toutes ont été clandestines. Pour la première fois, un éditeur, mon client, a entrepris de tout publier, sans avoir recours à un masque d'artifice, en inscrivant son nom sur chaque volume et en indiquant la marque et l'adresse de sa maison. Et ça dit qu'il est décidé de muer de morale et de pudeur et si furieusement imité aux mœurs. Je ne le crois pas. Monsieur Beauvais dirige une maison d'édition importante qui n'est point notée parmi celles que la police a inscrites dans ses fiches comme spécialiste à la pornographie. Pour publier aussi ouvertement l'œuvre de Marquis de Sade et encourir les éléments légaux d'une poursuite, il faut qu'il nourrit un dessin qui mérite l'examen. Et j'ajoute même qu'il a eu du courage. La commune d'opinion veut que le Marquis de Sade soit condamné sans discussion. Il avait 74 ans lorsqu'il mourut et avait passé un tiers de son existence en détention. La légende de monstre abominable avait été créée de son vivant même. Sade a produit une œuvre considérable et dont la plus grande partie est perdue et dont celle qui a survécu jusqu'à ce jour est condamnée à la réclusion perpétuelle dans l'enfer du bibliothèque. Quel destin! Pourtant, peu de ceux qui en parlent, c'est votre cas, monsieur, ont lu ces œuvres. Avez-vous seulement ouvert un de ces ouvrages? L'avez-vous seulement lu? Il se prononce sans savoir, selon ce qu'on leur a dit, ce qui est la plus dangereuse des méthodes pour des juges et pour des procureurs aussi. Depuis toujours, quelques passages particulièrement indécents circulent de main en main des élèves de seconde, de première, de lycée au collège, dont on copie subrepticement quelques extraits qu'ils se passeront de génération en génération. Les cherchons plutôt, Madame le Président, Madame, Monsieur le Tribunal, à nous faire par nous-mêmes. Dans Juliette, cet ouvrage que vous poursuivez, je cite, à quel point s'en frémissent les hommes, la philosophie doit tout dire. Et dans les crimes de l'amour, je cite encore, l'étude profonde de l'homme doit nous faire voir l'homme, non pas seulement ce qu'il est ou ce qu'il se montre, mais tel que doivent le rendre les modifications du vice et toutes les secousses des passions. Ainsi, l'œuvre a une portée très différente de celle qu'on lui a toujours attribuée. Certes, c'est un écrivain licencieux, mais les dépravations qu'il décrit servent d'illustration des réflexions philosophiques et on vous l'a expliqué, original et singulièrement d'ailleurs, en avance sur son temps. Guillaume Apollinaire le dit en 1909, le Marquis de Sade, on ne s'y trompe pas, est l'esprit le plus libre qui ait encore jamais existé. Il existe une grande quantité de livres obscènes, et ceux qui connaissent la littérature érotique savent qu'il existe même des classiques. Et j'ose dire du genre, personne n'a jamais tenté d'étudier la forme littéraire, l'esprit de la psychologie de ses écrits, et le temps permeillé de fâcheux penchants. Mais tout autre est œuvre de ça, tout autre est œuvre de ça. Il fait aujourd'hui une multiplicité de travaux littéraires, philosophiques et scientifiques. Il existe une différence entre l'œuvre de Sade et celle du professionnel de l'obscénité dont nul ne s'occupe et que j'abandonne bien volontiers à votre griffe, monsieur. Mais une dernière différence. Pour la comprendre, il faut d'abord replacer l'œuvre du Marquis de Sade en son temps. Nous sommes au XVIIIe siècle, les philosophes cherchent à sortir du conventionnel chrétien, Diderot publie La religieuse et les bijoux indiscrets, Laclos, pervers, licencieux, délicieux, fait imprimer les liaisons dangereuses, ce chef-d'œuvre de perversité. Sade se range dans ce cortège. C'est un philosophe et il met au cœur de sa philosophie
l'idée de la liberté absolue de l'homme, dégagée de toute entrave religieuse, sociale ou morale. L'homme qui devient pour lui un sujet de laboratoire, qui est décrit comme un clinicien ennuyeux, ne cherchant point à séduire, ne faisant pas de détails ignobles, incroyables, froides, d'interrogation. Il finit ainsi par comprendre que la matière sexuelle est un des principaux ressorts de l'activité humaine. L'homme est pulsion. Mais je l'admets, l'aboutissement insensé de sa recherche le conduit à célébrer une incroyable philosophie du vice. N'empêche qu'avec tous ces excès, ça a découvert 100 ans avant Freud les sources de la psychologie sexuelle. Or, cet auteur, pour une raison inconnue, parlait d'une conspiration générale tenue sous le boisseau. On ne peut le connaître que par personne interposée. On publie ses bibliographies, mais on interdit la lecture de ses livres. Ça est traduit dans toutes les langues, toutes, sauf en langue française. Ça y est même où il a écrit. C'est dans cette conjoncture que M. Beauvert, ici présent, éditeur, a pensé qu'il était nécessaire de mettre une édition complète à la portée de qui? Des chercheurs. Vous n'avez pas cherché le scandale. Son édition, brochée de noir, sévère, comme si elle devait prendre place dans une bibliothèque janséniste. Son aspect n'est pas fait pour attirer les chalands. Le tirage limité et les livres sont vendus à un prix fort élevé. L'édition ne peut en rien outrager les mœurs, car elle s'adresse qu'à une infime minorité qui ne songe pas à se considérer comme outragée lorsqu'elle acquiert des volumes qui constituent surtout, essentiellement, un outil de travail. Au surplus, par pitié, nous soyons très hypocrites, monsieur, et nous en avons vu d'autres. Peut-être jugez-vous inopportun, je prends le risque que je poursuive que je m'apprête à faire dans une audience publique. Mais ce que je vais dire peut vous conduire à méditer que l'état changeant des mœurs. Devenu vieux, André-Gide notera sans pudeur dans son journal publié en milliers d'exemplaires et destiné à être mis entre toutes les mains. J'ai connu à Tunis, en juin dernier, 2 nuits de plaisir comme je ne pensais plus en connaître de tel âge. Toutes deux merveilleuses et la seconde encore plus surprenante que la première. F, à l'heure du couvre-feu, était venu me retrouver dans ma chambre d'hôtel, dont la sienne était heureusement toute proche. Il dit avoir 15 ans. Il n'en paraît pas davantage. Encore plus beau de corps que de visage, je l'avais remarqué dès le premier jour de son arrivée. Mais il paraissait si farouche que j'osais à peine lui parler. Il apporta dans le plaisir une sorte de lyrisme joyeux, de frénésie amusée, où entrait sans doute presque autant d'étonnement naïf que de gourmandise. Il n'était pas question de complaisance de sa part, car il prenait au jeu autant d'initiative que moi-même. Il semblait se soucier si peu de mon âge que j'en arrivais à l'oublier moi-même. Et je ne me souviens pas avoir goûté volupté plus entière et plus forte. Dans le même temps où le parquet, vous, monsieur, poursuit la justice, on a jugé le passage de vient de lire, digne de recevoir un prix Nobel. Ni l'une ni l'autre de ces œuvres ne mérite l'excès de sévérité, ni cet excès de gloire. Dirons donc de ces lectures qu'il faut être prudent avant de vouloir s'offusquer au nom de la moralité publique. Excusez-moi d'avoir le plus si longtemps, pour un instant. Eh bien, le tribunal vous remercie, maître. Nous allons nous retirer pour délibérer. L'audience est suspendue. Vous venez d'assister à un procès
tribunal, rejetant l'exception de nullité de maître Garçon, condamna M. Pauvert à de lourdes amendes ainsi qu'à la confiscation et à la destruction des ouvrages saisis. Qu'en est-il aujourd'hui? En droit français, le qualificatif d'outrage aux bonnes mœurs a disparu avec la réforme du Code pénal en 1994. Chose étonnante, en 1983, plus de 10 ans auparavant, la loi Le Gors avait déjà supprimé les notions de bonne moralité et de bonne mœurs du statut général des fonctionnaires.